Au cours de millions d'années d'existence de notre planète, l'homme n'a consacré que quelques centaines d'années à son étude, affirmant qu'il est le seul dans tout le monde animal à avoir le pouvoir de gérer la Terre. Cependant, il est de plus en plus affirmé que l'humanité est un foyer pour une autre civilisation, plus complexe et invisible. Ces êtres ont peut-être semé la vie sur Terre et l'observent depuis des centaines de millions d'années. Les premiers contacts avec eux ont eu lieu il y a des milliers d'années, mais ce n'est que maintenant que les humains parviennent à enregistrer des messages élémentaires provenant d'inconnus. Néanmoins, il reste encore un long chemin avant de déchiffrer ces messages. Le chercheur en phénomènes anormaux, Vadim Tchernobrov, estime qu'il pourrait s'agir d'un alphabet cosmique et qu'un esprit planétaire frappe à notre porte. La première place dans ces observations est occupée par d'énormes empreintes graphiques sur Terre, connues sous le nom de cercles dans les champs. Ce phénomène a commencé en 1972, lorsque deux Anglais ont découvert que leurs champs étaient endommagés. Une énorme quantité d'épis mûrs avait été aplatie au sol, formant un cercle parfait. Les ufologues ont qualifié cela de lieu d'atterrissage d'un vaisseau extraterrestre. Les cercles dans les champs ont fait connaître un petit coin d'Angleterre, mais bientôt, de nombreuses contrefaçons fabriquées par l'homme sont apparues. Chaque année, les motifs mystérieux se complexifient, devançant l'imagination des fabricants de faux. Ils sont réalisés selon des lois mathématiques strictes, et aujourd'hui, 10 000 de ces signes ont déjà été enregistrés. Les chercheurs les considèrent comme des tentatives d'expliquer des messages importants de l'humanité à travers un langage de pictogrammes. Il existe également une autre version. Les cercles pourraient être les traces d'activités souterraines d'une civilisation qui ne cherche pas à entrer en contact avec nous. Cependant, Vadim Tchernobrov exprime des doutes sur ces récits, soulignant que la peur a de grands yeux. La première description des cercles dans les champs date du XVIe siècle, lorsque les motifs mystérieux étaient qualifiés de méfaits du diable et que l'on s'efforçait d'éviter les lieux sinistres. Lorsque l'homme a regardé la Terre depuis le bord d'un avion, les cercles ont enfin reçu l'attention qu'ils méritaient de la part des chercheurs et des journalistes. Vadim Tchernobrov, en étudiant les problèmes des marques étranges, a rassemblé des témoignages et a établi une chronologie de l'apparition des cercles en Russie. En 1995, dans la région d'Ivanovo, des mécaniciens locaux sont tombés sur des marques étranges dans un champ pendant la récolte du blé. En 1996, dans la région de Perm, les Permiens venus à leur datcha ont été choqués lorsque des cercles sont apparus dans un champ après la descente d'une étrange sphère lumineuse. Un des témoins se souvient « Nous avons vu une sphère lumineuse qui descendait d'en haut, se posant progressivement sur le champ, puis s'éteignant. Il a remarqué qu'une clairière s'était formée dans le champ et il a eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'anormal ici. » Les avis des habitants locaux divergent. Pour une petite récompense, les mécanisateurs ont promis d'orner les champs avec des motifs encore plus complexes. Cependant, comme le souligne Vadim Tchernobrov, cela ne peut pas être. Le plus souvent, les cercles dans les champs apparaissent dans le sud de la Russie, notamment dans des régions comme la Kouban et le Stavropol. Au cours des 20 dernières années, plus de 200 cercles ont été enregistrés en Russie dans différentes régions du pays. Vadim Tchernobrov se dirige vers le kraï de Krasnodar, où depuis plusieurs années consécutives, quelqu'un dessine d'énormes cercles dans les champs, espérant rencontrer l'auteur de ces signes impressionnants. Son équipe, au sein de l'association publique Cosmopoïsk, a pour tâche principale de distinguer le faux du vrai. Toutes les tiges dans les cercles doivent être pliées et non cassées. Les chercheurs affirment que de véritables cercles sont un exemple de mathématiques et de géométrie supérieure. Dans certains d'entre eux, des théorèmes complexes sont codés et les épis sont enroulés en spirale, utilisant les mêmes proportions logarithmiques que dans les nombres de Fibonacci ou la proportion dorée. Dans la nature, on peut trouver des échantillons ressemblant à des motifs complexes, tels qu'un coquillage ou une corne de bélier. Ces motifs sont généralement disposés de deux manières. L'une d'elles est appelée tresse, ce qui rappelle visuellement une tresse féminine.
Les mouvements des tiges ressemblent aux mouvements des bras d'un rameur nageant en brasse ou d'une personne qui tresse. En Russie, des motifs complexes n'ont pas encore été observés, ce qui selon les chercheurs est une bonne chose, car les faussaires de cercles semblent se concurrencer les uns les autres en créant divers motifs mystiques. Aux États-Unis, plusieurs films fantastiques ont déjà été tournés sur les signes dans les champs. Cependant, les habitants locaux, qui se sont retrouvés en veille diurne, ont une solide expérience d'observation non inventée. Maria Ananjeva, correspondante du journal Novorossiyski Rabochi, a vu les cercles dans les champs pour la première fois il y a 3 ans. Elle se souvient « Ce que j'ai vu s'est enflammé en moi comme un grand soleil. Cela m'a frappé jusqu'au fond de ma conscience de reporter. À l'époque, il y a quelques années, elle a vu une création parfaite et était convaincue que cela ne pouvait pas être fait par des terriens. J'ai longtemps réfléchi, est-ce qu'on peut faire ça avec un tracteur? Peut-on attacher une vache et la faire courir longtemps? Impossible, partage-t-elle. Les cercles étaient d'une forme parfaite, disposés de telle manière qu'il semblait qu'une force inconnue les tissait toute la nuit. Depuis lors, chaque année en juillet, Maria se rend près d'Armavir, espérant voir et filmer ceux qui dessinent des motifs étranges sur les champs de la Kouban. Malheureusement, personne ne sait où apparaîtra le prochain motif. Peut-être ici, où elle se tient, ou à quelques kilomètres d'ici. Pour augmenter les chances d'observation, les passionnés de Cosme Recherche divisent le territoire présumé en secteurs et mettent en place des patrouilles. Pendant qu'ils se préparent pour le service de nuit, Maria a décidé de discuter avec les habitants car ils ont appelé les chercheurs. Artash Sanakchan, un agriculteur d'Armavir, a déménagé ici il y a quelques années après avoir vu quelque chose qui a frappé son imagination. En 1996, alors qu'il était en visite chez sa sœur, il a décidé, avec des proches et des amis, d'admirer Armavir depuis la montagne. Ce soir-là, alors que les crépuscules descendaient sur la ville, une étrange lueur a soudainement illuminé l'espace. Je me suis dit, qu'est-ce que c'était ? Se souvient Artash. Il décrit comment une grande sphère est apparue dans la steppe, volant bas, presque jusqu'aux arbres. Pendant une seconde, Artash et ses amis sont restés figés de peur, puis se sont précipités à sa poursuite. Nous courions après elle, dit-il. La sphère a disparu derrière les arbres, et malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à la retrouver. Où un énorme ballon aurait-il pu disparaître? C'était complètement incompréhensible, continue-t-il. Il était là, et puis il semblait s'être évaporé. Montant sur des chevaux, Artash et son ami ont continué à fouiller la forêt, tandis que les autres s'éloignaient du lieu de la chute. Sur un champ de blé, à la lisière de la forêt, les poursuivants ont vu un cercle d'une forme nette, comme découpé par une arme de haute précision, mais aucun épi n'avait été brisé. Il n'y avait aucun signe d'incendie, d'explosion ou de tornade à cet endroit. Après cela, plusieurs personnes ont raconté à Artash l'apparition de la sphère mystérieuse, mais il ne prend plus le risque de se lancer à la poursuite de l'inconnu. Il me semble que ce sont des symboles, des messages codés, dit Irina Platochkina, journaliste et membre de l'expédition. Il me semble que ce sont précisément des messages, que quelqu'un veut nous dire quelque chose que nous ne comprenons pas encore, mais que nous voulons vraiment comprendre. À 100 mètres d'elle, Irina de Moscou, membre permanent de l'expédition, est en service. Irina considère sa première rencontre avec le cercle inexplicable comme un tournant. Elle se souvient que ce cercle était si parfaitement régulier que les épis étaient disposés les uns par rapport aux autres dans une symétrie parfaite. Elle a eu l'impression qu'il était impossible de créer quelque chose d'aussi parfait de la main de l'homme. Cela semblait être l'œuvre de quelque chose de supérieur, échappant à la compréhension humaine. Personne sur Terre ne sait comment plier des épis en quelques secondes sans les casser. Cela ne peut être fait qu'avec une radiation élevée ou des poisons chimiques. Mais dans ce cas, il est impossible de créer une courbure uniforme. Si l'on agit chimiquement sur les épis, ils se plieront de manière multiple à différents endroits, sous divers angles. Irina note également qu'il convient de prêter attention au tissage à l'intérieur des cercles. Maintenant, ayant reçu des nouvelles de nouveaux cercles,
elle fait tout son possible pour partir en expédition. Cette fois, elle se rend dans le kraï de Krasnodar en faisant du stop. En analysant les témoignages des habitants, elle comprend que l'apparition du cercle dépend du mois, c'est juillet, et de l'heure, le début de 2 heures du matin. Sergei Drouchko, chercheur sur les cercles dans les champs, part en expédition dans le kraï de Krasnodar. À la frontière de la ville d'Armavir, des cercles se forment à 1 heure précise. Il cherche des réponses aux questions sur ce qu'ils signifient et qui les dessine sur les champs de blé. Drouchko note que leur embuscade dans les champs de Krasnodar n'aurait pas de sens s'ils ne rencontraient pas des spécialistes en pictogrammes. Ces experts voient dans les dessins géants non seulement un texte significatif, mais aussi des messages d'avertissement concrets. Le généticien Piotr Goryaev, qui étudie les cercles depuis plus de 20 ans, partage son expérience. Il a visité des cercles en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans les champs du Canada et des États-Unis. Au fil du temps, il a compris une chose importante. Ceux qui laissent des dessins n'essaient pas du tout de transmettre quelque chose. Ils examinent l'humanité. Goryaev, docteur en sciences biologiques et académicien de l'Académie russe des sciences médico-techniques, affirme que l'esprit est éternel et que son évolution compte des milliards d'années. Il compare les gens à des cafards dans une boîte, posant la question « Allez-vous communiquer avec des cafards ?» Parmi les milliers de cercles sur la planète Terre, le généticien ne considère que 2 messages comme étant les plus importants. Vladimir Melnikov, président de l'Académie d'informologie et d'ufologie appliquée, raconte comment, dans le petit village anglais de Chimbleton, un message a été tracé, émis par un puissant flux électromagnétique. Ce message était dirigé vers des constellations situées à une distance de 24 000 années-lumière. En 1974, le microbiologiste et astronome français Carl Sagan a envoyé un message binaire codé vers la constellation M9, contenant des informations sur l'histoire de la planète Terre et un schéma de l'ADN humain. Selon les données calculées, ce message devait atteindre sa destination seulement après 50 000 années-lumière, et la réponse que les habitants de la planète Terre devaient recevoir encore après une période de temps identique. Cependant, le message est arrivé après 27 années, provoquant un choc parmi les scientifiques. Goryaev, en tant que généticien, affirme que tout ne se trouve pas dans la molécule d'ADN. Il souligne que les extraterrestres ont démontré que l'humanité se trompe et que leur génétique ne reflète pas la vérité. Ils ont montré leur propre molécule d'ADN, ce qui, selon Goryaev, remet en question le déchiffrement de l'ADN humain qui, à son avis, est une fiction. Plus précisément, ce n'est que 2% de ce qui pourrait être déchiffré. Ici, ils montrent que leur ADN fonctionne non seulement de la même manière que le nôtre, mais qu'ils appliquent également un principe de fonctionnement de l'ADN complètement différent, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Le généticien considère que l'intelligence extraterrestre possède depuis longtemps la formule complète de notre ADN, mais pense que nous ne sommes pas encore prêts à l'utiliser, car cela pourrait détruire la race humaine, capable de se déplacer dans l'espace, de contrôler des objets par le regard et, surtout, de comprimer le temps. Le scientifique Goryaev estime que le message nous avertit d'être prudents avec l'ingénierie transgénique et de ne pas perturber le cours de l'évolution. Ces messages ne nous parviennent pas seulement des cercles dans les champs. Stonehenge, me semble-t-il, fait également partie de cette histoire. Ce sont aussi des cercles. C'est mon hypothèse, car ils peuvent expliquer à quoi cela sert. On considère que c'est un ancien observatoire des anciens Anglais. Cette fois-ci, ce sont des cercles dans les champs, mais à la place, ce sont des pierres disposées en cercles concentriques. Stonehenge ou les pierres suspendues, ce n'est pas une opéra et même pas une comédie musicale. Ainsi, les Anglais ont nommé cette ancienne construction cyclopéenne, à laquelle on attribue depuis des siècles une origine et des propriétés fantastiques. Une Russe, ayant visité les pierres de Stonehenge, a ressenti leur étrange influence sur sa vie et a commencé à s'inquiéter de ce qui lui arrivait. Oksana Polovtseva, une résidente tout à fait prospère de la capitale, économiste de profession, toute sa vie, elle s'est considérée comme une personne raisonnable et n'a jamais cru qu'il pouvait lui arriver quelque chose d'inexplicable.
Elle sentait qu'elle devait se rendre dans un pays complètement différent et était prête à payer de l'argent. Lorsque Oksana est arrivée à l'agence, on lui a dit qu'il s'était trompé. Il n'y avait pas de forfait, mais il restait 2 dernières places. À Oksana et son ami, on a proposé de partir pour l'Angleterre. La première excursion était Stonehenge. Sur les blocs de pierre, ils ont pris des photos touristiques habituelles et ont écouté les récits des guides. Oksana était troublée et tout à coup, elle s'est sentie très mal. J'avais mal à la tête et j'ai ressenti une terrible mélancolie. J'ai pensé qu'il valait peut-être mieux attendre un peu, puis nous partirions. Cette excursion s'est déroulée pour moi, dans l'ensemble, sans impression particulière. J'ai fait quelques tours autour de Stonehenge et suis retourné dans le bus. Stonehenge est un système de cercles concentriques d'un diamètre de plus de 100 mètres, marqué sur le terrain par des tumulus, des fosses et d'énormes pierres mégalithiques. La partie la plus étonnante de la structure est composée de 5 trilithes, constitués de blocs de pierre jumelés, recouverts en haut de lourdes dalles. Selon les dernières données, l'apparition de Stonehenge est datée d'environ 2965 avant notre ère. De retour en Russie, Oksana a développé le film et a remarqué sur l'une des photos un objet étrange. Regardez attentivement. Au-dessus de la tête de ma interlocutrice, un objet volant non identifié était suspendu. Elle a pris presque 50 clichés, mais cet objet n'apparaît que sur l'un d'eux. En voyant cette photo, Oksana a compris qu'après sa visite à Stonehenge, elle était tourmentée par des sensations étranges. Certains de mes amis ont commencé à se préparer pour un voyage en Égypte. Ils prévoyaient d'y aller avec leur famille et leurs enfants. Et vous savez, c'était de bons amis. Nous avons discuté de l'Égypte. Je partageais mes impressions. Ils étaient très heureux de se rendre dans des pays chauds, car il fait froid chez nous depuis longtemps. Et tout à coup, j'ai eu une sorte de pressentiment. Et j'ai dit, vous savez, vous ne devriez pas y aller. Les amis ont décidé que j'étais simplement jalouse. Mais une semaine plus tard, Oksana a appris que l'enfant de ses amis était tombé malade. Et ils ont dû annuler leur voyage. Les rumeurs selon lesquelles Polovtseva prédit l'avenir se sont répandues rapidement. Malheureusement, Oksana ne voit que des informations négatives. Vous savez, Sergueï, même maintenant, quand je vous regarde, une voix à l'intérieur de moi me dit que je ne veux rien vous dire, parce que vous allez partir maintenant. Récemment, elle a soudainement réalisé très clairement qu'elle devait se rendre dans les cercles. Cet été, Polovtseva prévoit d'aller à Chilbultan. Elle croit qu'elle pourra redevenir une personne ordinaire. Tout à coup, un désir irrésistible de se retrouver dans ces champs où se trouvaient les cercles est apparu. La correspondante Maria Nanjeva déclare « Je n'y ai jamais pensé. Je me suis toujours considérée comme une personne rationnelle et lucide. Les attentes dans l'espace de Cuba se poursuivaient. La nuit dernière, lorsque l'horloge a sonné 1h23, rien ne s'est produit. Cependant, comme le souligne le chercheur en phénomènes anormaux Vadim Tchernobrov, si nous n'avons rien vu, ce n'est pas une raison pour affirmer qu'il n'y a rien. Actuellement, des spécialistes de la recherche cosmique se préparent à effectuer des mesures pour déterminer s'il y a eu une présence extraterrestre ici. En général, les chercheurs utilisent plusieurs appareils tels qu'un détecteur de rayonnement infrarouge et un compteur Geiger. C'est précisément grâce à eux que l'on peut établir s'il y a des cercles à proximité, ajoute Tchernobrov. Les experts affirment qu'une abondance d'ozone est un signe certain de l'apparition de cercles. L'air est effectivement devenu plus frais, remarque Anandjeva. Elle mentionne également que le meilleur testeur est le bétail. Je m'intéresse à un endroit là-bas, derrière la forêt, mais autant que j'essaie, un cheval ordinaire refuse d'y aller. Et il est impossible d'y accéder en voiture. Cela signifie qu'il y a quelque chose là-bas. Ensuite, le programme présente des images uniques prises lors de l'expédition. Combien d'êtres souterrains se cachent sous des toiles aplaties inoffensives ? Se demande le présentateur Sergueï Drouchko, qui étudie le phénomène des cercles dans les champs. En 2001, les terriens ont reçu une réponse à leur demande dans l'espace. En Angleterre, les habitants de la planète ont reçu une déchiffration détaillée de notre ADN et des instructions pour élargir leurs propres capacités, annonce-t-il.
Lors de l'expédition dans la région de Krasnodar, Drujko découvre que les véritables cercles sont ceux où, à l'intérieur de la figure, aucun épi n'est cassé et les plantes sont tressées en une tresse. Une autre nuit blanche est passée. Je n'ai pas réussi à atteindre l'endroit. Personne n'a vu de cercle non plus, partage Anandjeva. Il y avait en effet une sorte de lueur étrange, mais je suppose que c'était des reflets des lumières de la ville. Ses collègues se préparent à de nouvelles attentes et débattent de la signification de ces messages. En réalité, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont nos supraplétiniques, affirme le chercheur sur les cercles dans les champs et les dolmens Alexandre Tchoutskov. Ces soi-disant entités polyintelligentes ou semi-intelligentes. Il n'est pas exclu que ce soit des organismes que, d'ailleurs, un chercheur connu en Italie a appelé les Quitaires Litvai. Dans la nuit, une chose étrange s'est produite. Ma voiture a refusé de démarrer, dit Tchoutskov. En tant qu'automobiliste, je suis bien sûr déçu, mais en tant que chercheur, rien. Une panne de batterie est un signe certain de la proximité du temps X. Ces suppositions sont confirmées par un participant à l'expédition, Alexei Baskakov, qui a également rencontré une telle mésaventure. À un endroit, j'ai vu une colonne lumineuse derrière la lisière de la forêt, se souvient-il. Je pense qu'il faut y aller voir. Il est intéressant de se demander ce qu'il y a là-bas. Au prochain tournant, il a tourné vers la lisière de la forêt. Quand je me suis approché, la moto s'est arrêtée. Le gars n'a pas pu redémarrer la moto pendant très longtemps. Ce n'est qu'après avoir reculé la machine d'1 kilomètre de cet endroit étrange que j'ai réussi à faire démarrer le moteur. Par curiosité, il a décidé de revenir, mais la moto s'est à nouveau arrêtée. Au total, j'ai parcouru environ 30 km autour de lui. À 6 endroits, la route menait dans cette direction, et partout la moto s'est arrêtée. Je ne pouvais tout simplement pas m'en approcher. Malgré cela, l'excitation de l'explorateur ne l'a pas quitté. Finalement, il a décidé de laisser la moto et de s'approcher de l'illumination à pied. La marche de 2 km en valait la peine. J'ai trouvé un cercle d'un diamètre d'environ 30 mètres. Un cercle, rien de plus. Je ne connaissais aucune organisation de recherche qui s'y soit rendue. Je suis allé voir par moi-même et cela m'a intrigué. Parfois, j'envie ces chercheurs dont les objets existent depuis longtemps, ne disparaissent nulle part et permettent une étude approfondie. Même parmi les messages, on peut trouver de tels endroits paisibles. C'est le plateau de Nazca au Pérou. Regardez ces photographies. Certains scientifiques appellent cet endroit le plus ancien cosmodrome pour extraterrestres. C'est l'hypothèse la plus connue sur l'origine des gigantesques figures sur les plaines rocheuses du Pérou. Et voici notre compatriote Alabella Konova. Elle a vu des photographies du plateau pour la première fois il y a 30 ans. Depuis, cette femme étudie ce phénomène étonnant. Voici la surface même du désert. Les figures ont été créées en enlevant des pierres de la surface sableuse. La surface de sable nue apparaît grâce à un substrat clair sur lequel les images des dessins et des lignes sont visibles. Alabella Kon, radiophysicienne et ufologue, étudie les figures du plateau de Nazca depuis plus de 20 ans et affirme qu'elles ont été créées par un flux d'énergie inconnu. Les figures ont simplement été retirées de la surface de la pierre, mais les historiens, par exemple, estiment que cela a été fait à la main. Alabella Kon a prouvé scientifiquement qu'un homme ne pouvait pas créer 13 000 lignes à partir de 700 zones géométriques. S'il s'était attelé à cette tâche, 10 000 personnes auraient eu besoin de 100 000 ans. Quelque chose a été créé grâce à l'air et à une influence énergétique. Si 100 000 personnes avaient effectué un tel travail manuellement, tout en se déplaçant, tout cela aurait été simplement piétiné, ce qui n'est pas en accord avec la réalité. L'explorateur pense qu'il y a des informations sur le système solaire inscrites sur Nazca. Apparemment, le monde est plus complexe. Et il existe peut-être un monde parallèle dans lequel la Terre est en quelque sorte intégrée dans 2 systèmes. Ce troisième centre est commun à 2 systèmes, solaire et un autre, qui est désigné ici. L'évaluation du plateau de Nazca depuis les airs n'a été réalisée que par la pilote Marina Popovic. Cette année, elle a visité cet endroit inhabituel à l'invitation du gouvernement du Pérou.
La pilote d'essai Marina Lavrentievna a été chargée de survoler le plateau. Son avis sur la destination de Nazca est sans équivoque. Bien sûr, c'est un alphabet. Il me semble que c'est un alphabet cosmique, c'est-à-dire qu'une intelligence supérieure, ou peut-être une intelligence extraterrestre, frappe à notre porte. Marina Popovic. Pilote d'essai de première classe, colonel de l'armée de l'air, détentrice de multiples records du monde, auteur du livre Enelo sur la planète Terre. J'ai aussi dit que ce sont des pistes d'atterrissage. De longues pistes d'atterrissage, par exemple, à l'extrémité de l'une d'elles est représenté un singe, mesurant environ 40 mètres de long. Ou, par exemple, il y a une lyre. Ou, disons, un certain oiseau. Tout cela est d'une ampleur grandiose. J'ai promis à Marina Lavrentievna que voir les dessins de Nazca de mes propres yeux est une question de temps, pour moi. L'ambassade du Pérou examine déjà ma demande. Mais pour l'instant, l'équipe de recherche spatiale veille dans les champs d'Armavir nuit après nuit. Le destin m'a offert une rencontre avec une femme qui pense que la meilleure chance de faire face à l'inexplicable est de s'élever dans le ciel. Jeanne a grandi dans une famille de pilotes. Son père regrettait de n'avoir personne à qui transmettre son savoir-faire. Mais lorsque sa fille a supplié de lui laisser le volant, il a accepté. Maintenant, Jeanne Balueva est pilote de 3e génération et parle avec vénération de son père. Il testait un moteur. Le moteur était sur un dispositif qui était très mal fixé. Instable, Jeanne Balueva, piloté. Expérience, 21 ans. Il s'est approché pour régler les tours du moteur, et tout ce banc d'essai avec l'hélice a commencé à s'abattre sur lui. Comme il a une bonne réaction, ayant pratiqué la boxe auparavant, il a rapidement pu tendre la main, sinon il aurait pu perdre la tête. Le pilote d'essai a convaincu la commission médicale qu'il pourrait piloter l'avion d'une main. Mais il y a quelques années, Jeanne a perdu son père dans des circonstances étranges. Elle associe sa mort à l'activité d'une civilisation inconnue. Son père n'a jamais cru à de telles forces. Lorsqu'il rencontrait d'énormes dessins sur le sol, il les expliquait par les frasques des jeunes du village. Cependant, Anatoly ne se laissait pas influencer même par des choses évidentes. Sur le territoire de l'aérodrome, des lumières étaient souvent observées, des petits points lumineux qui ressemblaient à des étoiles. Mais il était difficile de le dire, car l'étoile était stable et se tient dans le ciel, tandis qu'ici quelque chose d'autre se produisait, un mouvement, comme si quelqu'un observait vraiment tout cela. Le jour de la mort du pilote d'exception qui savait piloter un aéronef d'une main, il fronçait les sourcils pour une raison quelconque. Néanmoins, il n'a pas refusé de procéder aux essais de l'avion revenu de réparation. Lors de l'atterrissage, une tragédie s'est produite. Pendant la mort du père, un œil, un regard s'est ouvert, puis s'est refermé. La veille de la tragédie, un jour avant la mort, un groupe d'aigles s'est rassemblé. C'était étrange, car les aigles ne volent pas en groupe. Ils préfèrent généralement la solitude. Ce moment semblait être un avertissement de quelque chose. Au 3e ou 4e jour après la mort, quelqu'un a trouvé un aigle sans une aile. Une jeune fille, espérant voir son père, avait beaucoup entendu parler des gens qui étaient revenus de l'emprise des extraterrestres. Aujourd'hui, Jeanne continue ses recherches sur des symboles mystérieux et a accepté d'emmener un autre chercheur avec elle, espérant qu'il lui apportera de la chance. Il se trouvait sous Armavir et observait une lueur au azimut 280, ce qui indiquait le nord-ouest. Cela suscitait des soupçons concernant le cercle. Hier, d'un point élevé MAV, ils ont remarqué quelque chose à portée de vue. Cette zone nécessitait une étude plus approfondie. Par la suite, des questions ont été soulevées sur pourquoi et qui avait fermé l'objectif de la caméra pendant le vol et si les cercles pouvaient détruire la population de la Terre. Des traces de pénétration à l'intérieur de notre planète ont été notées. Sergei Drusko cherchait une réponse à la question « Qui et pourquoi laisse des cercles dans les champs ?» En 2001, il a réussi à découvrir que des civilisations extraterrestres avaient envoyé une déchiffration de l'ADN humain. Lors d'une expédition dans le kraï de Krasnodar, l'animateur de l'émission a effectué un vol au-dessus des cercles. Il a montré des images sensationnelles qui n'avaient jamais été capturées auparavant dans le pays.
dans le coin gauche de l'image, des cercles dans les champs sont apparus. Et au même instant, un nuage blanc est sorti de nulle part, essayant de les couvrir. Lorsqu'ils se sont retournés et se sont à nouveau approchés des cercles, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel, mais en se rapprochant du dessin, un nuage laiteux est réapparu, cachant les figures. Aucun des scientifiques n'a pu expliquer ce phénomène. Ils n'avaient qu'une seule hypothèse. Ils ne veulent pas que ce phénomène soit filmé en détail. Les faits de rassembler ont d'abord provoqué un véritable chaos. Et alors, il a décidé de ne rien compliquer. Il a comparé cela au travail des chirurgiens et des tatoueurs, qui dessinent au marqueur la zone d'intervention avant de commencer leur travail. Il pensait que les cercles étaient des marques de pénétration dans la croûte terrestre. Il a réussi à trouver un témoin oculaire qui confirmait cette version. Evgueni Novikov, écrivain et journaliste, affirmait qu'il était le seul au monde à avoir vu et filmé un objet souterrain non identifié. Cela s'était produit dans la région de Tver il y a environ 2 ans. Une petite entité, mesurant peut-être une vingtaine de centimètres, avait été capturée par la caméra, apparaissant soudainement du sol et commençant à se déplacer sur le gazon et à travers la route, coupant la terre dure. Il se déplaçait assez rapidement, plongeant parfois dans le sol puis réapparaissant à la surface, rappelant un périscope de sous-marin qui émerge non pas de la mer mais bien de la terre, franchissant avec une légèreté extraordinaire tous les obstacles. Evgueni, armé d'une petite pelle de sapeur, commença à creuser l'endroit d'où venait de surgir quelque chose. Cependant, au bout de quelques minutes seulement, la pelle se brisa, tant la terre était dure. Il réfléchit à l'idée que notre planète pourrait être un objet d'étude par certaines civilisations ou forces. Selon lui, cet objet possède une grande capacité de passage et peut se déplacer dans différents milieux, dans l'air, sous l'eau et sous terre. Evgueni l'appelle Terre-Code, qui, selon lui, étudie les structures souterraines et sous-marines. Evgueni Novikov est convaincu que pour ses enregistrements, la télévision occidentale lui paiera beaucoup d'argent. C'est pourquoi il n'a même pas permis de faire une copie. Il pense que de grosses sommes d'argent ne sont que son fantasme. Mais par ailleurs, il n'a pas de raison de ne pas lui faire confiance. D'autant plus qu'il avait déjà obtenu des images similaires en Altaï. Parmi les quelques secondes que le spectateur a pu filmer, on voit comment quelque chose jaillit du sol, puis disparaît à nouveau. Cela soulève la question, que se trouve sous terre ? Aucun des chercheurs n'a réussi à pénétrer dans la profondeur de la Terre à plus de 10 000 mètres, alors que le centre de la planète se trouve à plus de 6 000 km. Il existe une théorie selon laquelle les cercles dans les champs ne sont que des lieux de pénétration, où des millions de divers agents extraterrestres peuvent apparaître en quelques secondes. Les premières preuves de cela ont commencé à arriver au début de l'année, lorsque les journaux indiens ont commencé à discuter de l'apparition de bases extraterrestres à la frontière entre l'Inde et la Chine. Kongala est un col de montagne peu élevé dans l'Himalaya, situé sur un territoire contesté, revendiqué par les deux pays. Selon certains chercheurs, les extraterrestres ont décidé de créer leur base souterraine précisément ici, car c'est à cet endroit que les plaques tectoniques eurasiennes et indiennes se rejoignent. C'est l'un des rares régions sur la planète où l'épaisseur de la croûte terrestre est environ le double de la moyenne. Cette double épaisseur permet de créer des bases souterraines profondément à l'intérieur des plaques tectoniques. Il est probable que l'apparition fréquente de cercles précisément dans les contreforts du Caucase et dans la région de Krasnodar soit liée à la possibilité de camouflage dans le terrain montagneux. En observant leur comportement, on peut remarquer qu'ils agissent avec beaucoup de prudence. Ils pourraient simplement sortir et déclarer qu'ils ne le font que dans la mer. C'est impressionnant. La Terre devient un terrain d'expérimentation où ils observent la vie depuis des centaines de millions d'années. Ils pourraient expérimenter aussi bien sous terre que sous l'eau, partout où ils le souhaitent. Evgueni mentionne la région de Moscou, ainsi que des lieux tels que le lac Ladoga et Sosnovyï Bor, soulignant que les chercheurs se demandent pourquoi les extraterrestres s'installent profondément dans la Terre. Certains pensent que le récit fantastique de Herbert Wells, La guerre des mondes, pourrait ne pas être si irréel. Il est tout à fait possible
qu'un jour la Terre se retrouve dans un état de guerre non déclaré. Dans ce cas, le scénario pourrait se développer dans deux directions. Les extraterrestres disposent de technologies leur permettant de s'enfoncer dans la croûte terrestre sans la déformer et de s'envoler des montagnes. Il se produit une destruction de l'habitat de l'ennemi, de ses ressources matérielles, de l'armement des villes, ainsi qu'un changement du régime thermique de la planète et de la composition de l'atmosphère et de l'eau. Ces processus sont déjà enregistrés et de nombreux phénomènes lumineux sont observés sous l'eau. Cela pourrait témoigner de la présence d'êtres intelligents et de colonies sous-marines qui créent des cercles de plusieurs kilomètres tournant sous l'eau. Il existe également une seconde option, la destruction de l'ennemi et de sa force militaire vivante, tout en préservant tout ce que la civilisation adverse a accumulé. Vadim Chernobrov, chercheur sur les phénomènes anormaux, partage ses réflexions sur les bases cachées qui pourraient se trouver sous terre et sous l'eau. Il affirme que ces bases sont destinées à se cacher des yeux humains lorsque leurs ressources énergétiques sont épuisées. Il mentionne un projet controversé proposé par un scientifique de Nouvelle-Zélande qui envisage de pénétrer dans les entrailles de la Terre par le biais d'une explosion nucléaire. Selon lui, l'explosion crée une faille artificielle dans laquelle sont versées 100 000 tonnes de métal fondu. Sous l'effet de la gravité, la fissure dans la croûte terrestre devrait s'élargir et le métal liquide poussera devant lui une sonde de recherche de la taille d'une orange. Chernobrov souligne que le résultat de cette opération inquiétante peut mener à la fois à une découverte stupéfiante et à une catastrophe universelle. Il se demande s'il est possible qu'une civilisation inconnue vienne en aide à l'humanité dans un tel cas, ou si elle mettra fin à l'anéantissement d'une humanité trop curieuse